Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Passion Tropicale. Alors comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, aujourd'hui on va s'intéresser à l'association Code Animal et sa présidente Alexandra Morette. L'association Code Animal, c'est l'association qui est à l'origine de l'idée de liste positive en France. Alors comme pour la précédente vidéo, je ne vais pas vous inciter à vous abonner à la chaîne. Par contre, je vais avoir besoin de vous pour que cette vidéo puisse être diffusée à un maximum et que le message soit entendu par tous. Il va falloir qu'on se serve de l'algorithme de YouTube, et pour ce faire, il faut absolument que vous laissiez chacun un commentaire et que vous mettiez un petit pouce bleu sous cette vidéo. Si en plus vous pouvez partager celle-ci, ce serait vraiment le top. Avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai absolument rien contre Alexandra Morette personnellement, je ne la connais pas, je ne connais aucun membre de leur association. Simplement, sur Internet, on trouve plusieurs interviews d'elle qui prend la parole au nom de son association. Afin d'éviter tout amalgame, je tiens à rappeler que cette loi ne concerne aujourd'hui que les animaux non domestiques. Donc toutes les personnes qui ont des poissons rouges, des lapins, etc., pour l'instant, vous n'êtes pas impactés. Mais de manière très pragmatique, si on arrive dans la proposition de loi en disant demain on arrête tous les animaux chez les particuliers, c'est... Il ne faut pas oublier que le but de cette association, c'est d'interdire absolument toute la captivité à long terme. Donc si vous pouvez nous aider, vous vous aidez par la même occasion. Autre point important, il faut répéter que les listes positives ne sont pas encore rédigées, qu'elles ne le seront pas tout de suite. Visiblement, d'après le ministère de l'écologie, celles-ci seront réalisées fin 2022, début 2023. Ça nous laisse encore le temps d'écrire à nos députés, à nos sénateurs, d'essayer de faire pencher la balance en notre faveur. Même si la loi a été promulguée, la rédaction de ces listes positives peuvent encore jouer à notre avantage. Pour réaliser cette vidéo, j'ai mis énormément de temps, j'ai effectué énormément de travail, énormément de recherches, dans un but de fiabilité absolue, parce que ce que je veux absolument, c'est qu'on ne dise pas de conneries, il faut qu'on paraisse sérieux, il faut que l'intégralité de notre discours puisse être justifiée, il ne faut pas qu'il y ait d'aberration, etc. Donc cette vidéo, elle va être extrêmement longue, j'ai donc décidé de la scinder en deux vidéos, vous aurez donc la partie 1 et la partie 2, chacune devrait durer entre 30 et 40 minutes. Comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, les membres de cette association sont complètement incompétents, ils ne maîtrisent absolument pas le sujet, et pourtant ils ont fait partie de la commission Faune Sauvage. La commission Faune Sauvage avait un seul objectif, calculer les avantages et inconvénients si cette loi venait réellement à passer. La loi est passée, est-ce qu'ils ont anticipé les choses? Je ne sais pas. En tout cas, quand on questionne Alexandra Morette, la réponse à toutes les questions qu'on peut lui poser, On ne sait pas trop. Je ne sais pas. Je ne comprends pas comment ça marche. Je ne sais pas. Donc on ne sait pas trop. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Alors pour cerner un petit peu le personnage de cette présidente, on va s'intéresser à 3 interviews d'entre elles, je vous mets les liens dans la description. Il y en a une des 3 qui est sous format écrite, on n'a pas de visuel, donc je vais vous mettre les petits encadrés, je vais vous les lire en allant, il n'y a pas de souci. Alors quand on lui demande d'où elle vient, elle nous dit qu'elle vient d'une famille de chasseurs et qu'elle a été confrontée très tôt aux injustices des hommes envers les animaux. Elle va même jusqu'à dire que les chasseurs sont cruels, barbares, etc. Étrange pour quelqu'un qui vient d'une famille de chasseurs. Je viens moi-même d'une famille de chasseurs, mon père est chasseur, mes frères sont chasseurs, mon beau-frère est chasseur, enfin bref, je viens d'un milieu de chasseurs. Alors même si je ne rejoins pas les chasseurs sur tous les points, je peux vous certifier que leur lien avec les animaux dépasse largement le simple fait de les tuer pour le plaisir, comme le souligne Alexandra Morette. Elle commence donc très fort, j'ai envie de dire sur ce point, elle ment clairement, pour moi elle ne vient absolument pas d'une famille de chasseurs, c'est impossible. Comme elle le souligne très bien elle-même, les crises environnementales actuelles sont entièrement de la faute de nos activités humaines et de l'expansion de notre espèce. Alors quand on lui demande sa réelle motivation, elle nous dit que depuis 5 ans maintenant, elle se bat à son niveau contre l'injustice que les hommes font subir aux animaux. Donc vous avez bien compris, elle est impliquée dans la sauvegarde des animaux depuis 5 ans seulement. Avant, elle ne s'y intéressait pas. Alors moi, personnellement, j'ai 33 ans, ça fait à peu près 30 ans que je m'intéresse aux animaux, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la terrariophilie, les animaux font partie intégrante de ma vie, et ce n'est pas une simple lubie qui dure depuis quelques années seulement. Alors là, elle est en train de nous dire qu'il y a 2 ans, elle partait tous les jeudis dans les rues de Tours avec un ordinateur qui diffusait des images de L214. Enfin, elle croit.
Alors moi, il y a 25 ans, tous les mercredis après-midi, j'allais faire 1 heure de catéchisme. Alors je sais que ça n'a absolument rien à voir, mais je peux vous dire que ça m'a marqué et je m'en rappelle très bien. Alors comme j'aime tout vérifier, j'ai essayé de contrôler, j'ai fait des recherches dans plusieurs quotidiens et journaux régionaux aux alentours de Tours pour voir s'il y a 2 ans, une jeune femme aurait diffusé des images de L214 tous les jeudis. Alors personnellement, je n'ai rien trouvé. Donc moi, ça me semble assez étrange parce qu'il y a quelques mois de ça, j'ai fait une seule présentation de FASM dans une école et seulement quelques semaines après, j'apparaissais dans plusieurs journaux régionaux. Alors je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle ne serait pas apparue dans des journaux en faisant des interventions comme ça toutes les semaines dans une grande ville. Elle continue sur sa lancée en disant qu'elle est spécialisée dans une exploitation animale. Incroyable. Une femme qui n'y connaît rien se dit spécialisée. Alors là, comme vous pouvez le voir, elle commence à se donner un petit peu d'importance en s'attribuant le sauvetage d'un fauve. Comme vous pouvez le voir, elle le dit elle-même. Ce n'est pas elle qui a procédé au sauvetage de ce fauve. C'est le dresseur lui-même qui a souhaité lui offrir des jours meilleurs. Et pour continuer dans le délire, en fait, des sauvetages comme ça, elle en a fait plusieurs. Comme celui-ci. Aujourd'hui, on est à Nancy, au parc de la Pépinière, devant l'enclos des macaques de Java. Donc c'est un groupe d'une dizaine d'individus, ils sont 9. Et demain, on va organiser leur sauvetage. Demain, elle va sauver ses macaques, mais écoutez ce que dit la vétérinaire du zoo juste après. On est toujours content de les sortir de conditions de vie qui sont plus adaptées à ce qu'on exige maintenant et de toute façon à leur comportement. C'est vrai que là, c'est des installations qui datent des années 30, 40 et pas du tout adaptées à des singes, donc c'est parfait. Comme vous pouvez le constater, 6 mois avant ce sauvetage, la mairie de Nancy recherchait déjà un nouveau zoo pour placer ses macaques. D'ailleurs, si vous allez voir la description de leur vidéo YouTube, ils le disent eux-mêmes. La mairie recherche des solutions de placement pour ces animaux actuellement détenus dans le parc. Donc encore une fois, ce n'est pas l'association Code Animal qui a procédé à un sauvetage, mais le propriétaire des animaux lui-même. Alors pour comprendre à quel point elle est utopiste, il suffit de lui demander quel film elle nous conseillerait, et elle nous parle aussitôt de Into the Wild. Alors je suis d'accord, c'est un excellent film, tiré d'une histoire vraie, mais malheureusement très romancée. La véritable histoire est écrite dans ce livre, écrite par la sœur du héros de ce film. Elle y relate malheureusement la mort d'un utopiste, qui est parti sans préparation, dans la nature, pour mourir. Alors la suite est encore plus délectable, surtout pour une amoureuse des animaux. Quand on lui demande de citer un artiste, elle nous cite Damien Hirst. Alors pour être honnête, je ne le connaissais pas. Je suis donc allé faire un tour sur Google, et je me rends compte que c'est un gars, complètement barré, qui préfère tuer des animaux, les plonger dans du formol parce qu'il n'aime pas l'aspect triste des animaux en captivité. Alors cette première interview nous apprend déjà une chose, elle est complètement folle, elle n'a aucune expérience, elle ne comprend rien au domaine animal, elle a simplement des idéologies et pour assouvir ces idéologies, elle est absolument prête à tout. Vous êtes pour ces agressions de vitrines de bouchers. Est-ce que ça, c'est une solution que vous prenez pour faire avancer la cause? S'il faut en passer par là pour être écouté par nos dirigeants, pourquoi pas. Alors maintenant, on va lui laisser la parole, on va lui demander de nous décrire son association. On est antispéciste dans le sens où on met ça en place. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des solutions qui sont viables au niveau nutritionnel, au niveau alimentaire, au niveau du divertissement, de l'habit, et je ne sais quoi encore, pour éviter d'utiliser les animaux. Alors, Code Animal, on est une association nationale basée à Strasbourg. Non mais vous vous rendez compte quand même, une association nationale. On a l'impression que c'est une association de malades qui a des milliers de membres, on pense à 30 millions d'amis, à Brigitte Bardot, etc. Et non, là on parle d'une association où il y a 19 personnes. Je suis dans un petit village de rien du tout, on a un club de judo, ils sont 90 membres. Alors Code Animal n'est pas une association nationale. C'est juste un petit groupe d'illuminés qui a décidé de faire chier la majorité, ça on est d'accord. Ça s'arrête là, point. On existe depuis 2001 et on travaille sur toutes les problématiques liées à la faune sauvage captive utilisée dans les divertissements. Donc on a des campagnes sur les cirques, les zoos, les delphinariums et chez les particuliers avec la mode des NAC, nouveaux animaux de compagnie. Je vous le dis, ils n'ont qu'une seule idée en tête, éliminer absolument toute la captivité. Ils en ont absolument rien à foutre que tu sois un petit particulier qui aime tes animaux ou un grand zoo qui permet la préservation d'espèces à l'autre bout du monde. Première question, est-ce que l'on sait combien il y a d'animaux en captivité dans les zoos, dans les cirques, dans les delphinariums? Est-ce qu'on sait combien il y a de zoos en France? Est-ce qu'on a une idée à peu près du nombre d'animaux en captivité en France?
Alors non, il n'y a pas de chiffres officiels et précis sur combien il y a de structures, combien il y a d'animaux, combien il y a d'espèces, combien d'individus par espèce. Elle se moque de nous, là. Elle a fait partie de la commission faune sauvage. Ils ont travaillé pendant des mois sur ce projet de loi. Ils ont dû calculer, anticiper les impacts de leur loi à la con. Et ils savent même pas combien d'animaux sont concernés. Elle a aucune idée du nombre de zoos qu'il y a en France. Je vous rappelle qu'en octobre 2018, il y a eu une nouvelle loi qui nous a imposé une identification IFAP à tous les animaux d'espèces non domestiques, ou en tout cas presque tous les animaux. Nous, on a fait partie de la commission faune sauvage captive en 2019, créée par le ministère de l'écologie, dans les groupes cirque et zoo. Et en fait, on a demandé à chaque fois au gouvernement la situation socio-économique des acteurs et le nombre d'animaux et d'espèces pour savoir un peu l'ampleur en fait de si la loi passait en fait, combien il y a d'animaux à replacer et quel impact ça pourrait avoir sur les humains. Et en fait, on n'a pas eu de chiffres. Attends, il y a un truc qu'elle n'a pas compris là. Elle était expert à la commission faune sauvage. Ce n'était pas au gouvernement de donner les chiffres, c'était à elle de les donner les chiffres. C'était son travail, elle devait mener une enquête, calculer, anticiper les impacts sur les animaux, mais aussi sur les humains, le chômage que ça va créer. Faut savoir qu'en France, il y a une base de données qui s'appelle IFAP, mise en place il y a 2-3 ans. C'est pas encore mis à jour, il n'y a pas de chiffre précis. Le ministère nous a donné une fourchette de 300 zoos en France. Bon, je vous rappelle que les identifications IFAP ont été créées au départ pour limiter le trafic. Alors aujourd'hui, si une experte de la commission faune sauvage nous dit que l'IFAP n'est pas à jour, on n'est pas dans la merde. Le zoo qu'il y avait en France, j'ai mené ma petite enquête, j'en ai eu à peu près pour 10 minutes. J'étais sur le site de la FDPZ, c'est en gros l'association des zoos de France. Le président de la FDPZ nous apprend qu'approximativement 40% des zoos français sont membres de la FDPZ. Ils ont 110 zoos membres, ça veut dire approximativement qu'il y a 290 zoos en France. Après, il suffisait simplement de contacter la FDPZ et de contacter les préfectures parce que pour ouvrir un zoo, il faut une autorisation préfectorale d'ouverture d'établissement. Donc on a quelques approximations. Donc le ministère parle de 300 fauves dans les cirques en France, quelques centaines de singes, on a moins d'une dizaine de cétacés dans les delphinariums. Donc voilà, on a un peu des approximations, mais on n'a rien de vraiment très concret. Sachant que normalement, légalement, les animaux sauvages sont censés être enregistrés, pucés, marqués dans une base de données pour avoir au moins un suivi sanitaire. Je pense qu'en période de Covid, tout le monde peut comprendre pourquoi le suivi sanitaire est hyper important chez des animaux sauvages. Elle continue de soutenir que l'IFAP n'est pas à jour, donc ça pose réellement problème et ça nous fait nous poser des questions. Pourquoi on nous a imposé de pucer des milliers d'animaux si on n'est pas capable de mettre un simple fichier à jour? Alors comme dans la pétition qu'elle a fait signer à quelques milliers de Français, elle est en train de sous-entendre très clairement que si le Covid est apparu, c'est à cause de nos animaux captifs, que ce soit les animaux de zoo ou les animaux détenus en captivité par des particuliers. Parmi les zoos, on a majoritairement des structures privées qui appartiennent à des entreprises privées. On a 3 zoos publics payés par les impôts en France, la Ménagerie de Paris, le zoo de Vincennes et la Haute-Touche, où on sait que ces structures-là sont en déficit. C'est-à-dire que le business model zoo ne fonctionne pas sur le public qui est touché par ces structures-là. Donc là, il y a plusieurs points à souligner sur ce qu'elle vient de dire. Le premier, vous l'avez remarqué, elle nous parle de business model. Tout au long de cette interview, elle va le dire plusieurs fois, parler de business, de business, de business. Les animaux, ça rapporte du pognon, c'est ce qu'elle veut faire croire à tout le monde. Sauf que là, elle vient de se planter. Elle vient de dire elle-même que le business model des zoos publics n'est pas rentable. Mais là encore, on voit qu'elle n'a absolument pas bossé le sujet parce qu'elle avance un argument qui est complètement faux. Le zoo de Vincennes a actuellement un budget qui n'est pas à l'équilibre, mais c'est pour une simple et bonne raison. Des prêts colossaux ont été accordés au zoo pour rénover celui-ci. Les traites annuelles sont donc de plusieurs millions d'euros, ce qui effectivement impacte malheureusement le budget. Nous, chez Code Animal, on a une campagne qui vise à les transformer en structure d'accueil. On pourra peut-être y revenir plus tard. Bon, forcément, vous l'avez compris, Code Animal et les mathématiques, c'est complètement foutu. Elle est en train de dire qu'un zoo qui a des entrées payantes n'est pas rentable. Du coup, elle propose de le remplacer par un sanctuaire, sans entrée, du coup qui ne rapportera rien du tout. Comment elle va les nourrir, ces animaux? Mais voilà, donc faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des zoos, c'est privé. Le business de la conservation, c'est privé. En 6e extinction de masse. Et voilà, maintenant elle nous parle de 6e extinction de masse.
Alors je suis vraiment en train de me demander si elle manipule volontairement les gens ou si elle est persuadée elle-même que tout ce qu'elle dit est complètement vrai. Elle est en train de nous dire et d'affirmer que la 6e extinction de masse est entièrement de la faute des personnes qui maintiennent des animaux en captivité. Les méchants zoos, les méchants cirques, les méchants particuliers qui ont un serpent ou un perroquet chez eux. Alors je suis complètement d'accord, à un moment donné, il a fallu prélever ces animaux. Mais je tiens à vous rappeler que la plupart des animaux, qu'ils soient chez les particuliers, dans les zoos ou dans les cirques, ne sont plus du tout prélevés, ils sont élevés en captivité depuis plusieurs générations. Il y a certaines espèces qui ont 300 ou 400 générations d'élevage. Et je tiens juste à préciser que si le business de la conservation est privé, c'est parce que l'État l'a voulu. L'État n'avait pas le temps, n'avait pas forcément les moyens d'entretenir les animaux des parcs de la conservation. Ils ont autre chose à faire. Et c'est un business qui est rentable? Oui et non. Rentable, oui, parce que les gens veulent malheureusement toujours aller voir des animaux en captivité. Alors malheureusement, les gens vont dans les zoos, ils payent un billet et malheureusement, on donne de l'argent à des associations qui vont planter des arbres, créer des réserves dans les milieux naturels, protéger les milieux. Donc voilà, c'est rentable pour l'instant, mais ça ne devrait pas rester très longtemps. J'espère que vous l'avez bien compris, ce qu'elle veut, c'est absolument exterminer la captivité en général. Là, on a la liste positive, mais vous le voyez très bien, maintenant, elle veut s'attaquer aux zoos, elle a décidé, elle menace tout le monde. Pour l'instant, c'est rentable, mais ça ne le sera plus très longtemps. C'est pareil, on n'a pas de chiffre sur le nombre d'animaux qui sont en captivité. Je lisais sur le site Politique et Animaux, qui est un site créé par L214, qu'il y avait entre 60 000 et 100 000 animaux en captivité. C'est un chiffre qui vous paraît crédible ou c'est difficile d'avoir une idée? C'est difficile d'avoir une idée, sachant que on n'a pas de suivi officiel sur combien il y a d'animaux dans les zoos, ni combien d'espèces. C'est vraiment, comme c'est des entreprises privées, malheureusement, c'est quelque chose qui est caché aux yeux du public. Chaque zoo va revendiquer un chiffre sur leur site internet, qui est parfois gonflé. Par exemple, on va compter les poissons pour avoir plus d'animaux dans le zoo. Alors là, franchement, bravo. Pour quelqu'un qui a des propos antispécistes à mort, t'es en train de dire que les poissons ont moins d'importance qu'un autre animal dans le zoo. T'es en train de dire que les directeurs de zoo sont en train de mentir parce qu'ils disent qu'ils ont 3 poissons. Bon, sinon, je rappelle qu'elle était membre de la commission faune sauvage et que c'était son travail de répertorier le nombre d'animaux qui seraient impactés par cette loi. Alors forcément, elle n'a pas encore fait son travail. Aujourd'hui, c'est assez simple de réaliser cette enquête. Ça prend un petit peu de temps, certes, mais tous les zoos ont un site internet. Il suffit simplement d'aller sur le site et ils ont tous le nombre d'animaux qu'ils possèdent. Et franchement, à 2-3 poissons près, On vise tout le monde, à partir du moment où il y a des animaux dans les cirques. Alors eux, ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas d'animaux sauvages, qu'ils avaient des animaux domestiques. Est-ce que là encore, vous faites une différence ou le problème, c'est la présence des animaux en général? Alors le problème, c'est la présence des animaux en général. Effectivement, on est une association abolitionniste. Ça veut dire qu'en fait, on défend tous les animaux en général, que ce soit dits sauvages ou dits domestiques. Pour nous, il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux. il n'y a pas vraiment besoin de commentaires, hein. Elle vise absolument tout le monde, que ce soit les détenteurs d'animaux sauvages, mais aussi les détenteurs d'animaux domestiques. On était face, par exemple, à Beauval, et on a demandé à ce que les zoos qui représentaient la FDPZ, l'Association des parcs zoologiques de France, donc un syndicat, et on a demandé, par exemple, sur l'euthanasie de confort, l'abattage de confort. Donc, c'est quoi? C'est on va faire des petits au printemps et à l'été pour accueillir du public. Et du coup, quand il n'y a plus de place dans les zoos, quand c'est pas forcément très bien au point de vue de la conservation, quand on n'est pas sûr de la génétique, on va tuer les animaux, les bébés animaux. Donc nous, on voulait que ces abattages de confort soient rendus publics, ou qu'il y ait des rapports en fait tous les ans là-dessus. Et on n'a pas, ça nous a été refusé pour des raisons assez évidentes. Alors là, encore une fois, je ne sais pas si elle croit réellement ce qu'elle dit ou si elle est en train de mentir délibérément. En tout cas, vous vous doutez bien que les zoos ne vont pas s'amuser à faire des petits au printemps pour pouvoir accueillir plein de visiteurs en été et ensuite abattre les jeunes à l'automne. C'est complètement ridicule et c'est complètement à l'opposé de l'idéologie des zoos. En revanche, le point où elle a complètement raison, c'est en cas de problème génétique, effectivement, est-ce qu'on peut appeler ça réellement une euthanasie de confort? Quand on sait qu'un animal ne sera pas génétiquement viable, est-ce qu'il est important de le conserver? Alors c'est une question naïve, mais qu'est-ce qui vous pose problème avec les zoos? Plusieurs choses. Déjà, le fait qu'on vole la liberté des animaux sauvages pour le simple divertissement des humains.
on vole la liberté des animaux sauvages pour le simple divertissement. Je vous rappelle que la majorité des animaux actuellement en captivité sont issus d'élevages captifs depuis plusieurs générations. Ils ne sont pas arrachés à la nature. Aujourd'hui, c'est vraiment l'image de l'animal qu'on doit remettre en question, surtout en 6e extinction de masse. Posséder des animaux, les avoir à notre disposition, en achetant juste un billet d'entrée, en faisant juste un selfie devant la cage, en passant de cage en cage, comme si on allait dans un musée du vivant, finalement, ça nous pose vraiment question. Des cages, des cages, des cages. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas été dans un zoo depuis des dizaines d'années. La vieille image des ménageries avec plein de cages alignées, c'est dépassé, ça fait des dizaines d'années que ça n'existe plus. Franchement, réveille-toi. La 6e extinction de masse, elle ne vient pas des animaux captifs. Elle vient de l'exploitation des mines, de la culture des palmiers à huile, de la déforestation. Enfin bref, ça vient des activités humaines en général, pas seulement de la captivité des animaux. D'ailleurs, voici quelques chiffres importants pour comprendre l'impact réel qu'on a sur la planète. 60% des mammifères du monde nous appartiennent, ce sont du bétail. 36% ce sont les humains. Les 4% qui restent sont les animaux sauvages. Pour les oiseaux, c'est pareil. 70% d'entre eux sont des poulets. Sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même tout un discours marketing autour des zoos sur la conservation. Donc en fait, on surfe vraiment sur l'image de l'Arche de Noé. Les zoos se donnent vraiment cette image-là où on va protéger les animaux des braconniers, de l'extinction, tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'au niveau des chiffres, de l'argent donné à la conservation sur le terrain pour protéger effectivement les animaux, c'est très peu. Il y a une étude, par exemple, sur les zoos américains qui avait donné moins de 5% du chiffre d'affaires. Donc c'est risible, vraiment. Les zoos dans le monde donnent 350 millions de dollars rien que pour la conservation de la faune. Voici quelques projets qui sont financés par les zoos. Est-ce que c'est risible ? D'ailleurs, Alexandra, voici un petit cours de comptabilité pour comprendre ce que représente le chiffre d'affaires d'une entreprise. Comment différencier le chiffre d'affaires d'un bénéfice ? Le chiffre d'affaires correspond au total de l'argent encaissé grâce aux activités de l'entreprise par la vente de produits ou de services. Le bénéfice, lui, correspond au chiffre d'affaires auquel on soustrait les dépenses. C'est donc l'argent qu'il reste réellement après la déduction des frais. Vous comprendrez donc facilement que pour savoir si un zoo donne beaucoup ou pas, ce n'est pas le chiffre d'affaires qu'il faut regarder, mais bel et bien le bénéfice. Parce que dans le chiffre d'affaires, forcément, il y a tous les frais de personnel, d'alimentation, etc., des frais vétérinaires. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'au niveau des réintroductions des animaux dans les milieux naturels des zoos, on est aussi sur des chiffres quasi nuls. Donc en fait, on se rend compte qu'au niveau de la conservation, il n'y a pas grand-chose qui se passe, ou c'est très minime. Encore une fois, on voit très bien qu'elle n'a pas travaillé le dossier du tout. Alors des réintroductions, il y en a, certes, on sait qu'elles sont minimes, mais de toute façon, n'importe quel animal ne peut pas être relâché dans la nature. Il faut des années de formation à un animal, surtout un prédateur, pour pouvoir espérer une réintroduction. Faut être complètement honnête, si demain on relâche un lion ou un ours qui n'est pas capable de chasser, il est mort au bout de 3 semaines. C'est logique, c'est la base. D'ailleurs, on y reviendra après, mais des projets de réintroduction, elle va en parler elle-même. Il y en a qui existent. Alors il y a le haras de Spix ou le haras canindé. On a le vautour fauve qui a été réintroduit il y a quelques années en France. Il y a le bison européen, mais aussi le bison américain dans le parc de Yellowstone, les cigognes, les chouettes de l'Oural, ou encore les cerfs du Père David il y a une dizaine d'années. Des projets existent. Ils sont peu nombreux, certes, mais ils existent. Au niveau de la pédagogie, après, ça nous pose question, parce qu'il n'y a pas d'objectif chiffré, en fait. On n'a rien du tout là-dessus, dans la loi en tout cas. Donc en fait, ils vont juste mettre un panneau pédagogique devant l'enclos pour expliquer rapidement ce que c'est ce que vous voyez. Moi, je suis complètement d'accord avec elle. Il n'y a aucun objectif précisé d'un point de vue pédagogique. Ce que je propose, c'est de faire une évaluation en 80 questions. Celui qui n'a pas au minimum 75 sur 80, il doit payer une prune pour financer l'association Code Animal. Moi, ça me semble une bonne idée. Non, blague à part, moi personnellement, je visite énormément de parcs zoologiques avec mes enfants. On passe énormément de temps à lire tous les panneaux descriptifs, j'explique tout à mes enfants. Je suis pas le seul. Je vois énormément de visiteurs qui le font. C'est complètement infondé ce qu'elle dit.
Par exemple, les éléphants, vous les voyez, nous, toutes les enquêtes qu'on a fait dans les zoos, et on en a fait pas mal. Bon, rappelez-vous, il y a une dizaine de minutes, elle nous a dit que l'association a été créée en 2001. On est d'accord, ça fait 20 ans, à quelques mois près. J'ai fait quelques recherches et il semblerait qu'ils aient un deuxième site internet. Il y a le site principal, Code Animal, mais il y a aussi un deuxième site qui s'appelle Zoo de France. Et on y découvre pas mal de choses intéressantes, notamment au sujet de leurs enquêtes. Sur la page d'accueil du site, on peut voir en haut à gauche qu'il s'agit bien de l'association Code Animal. Et sur ce site, on peut y voir une carte de notre pays avec la liste des zoos qu'ils ont répertoriés. Vous pouvez compter, il y en a 24. Alors personnellement, une association qui fait énormément d'enquêtes, quand je vois qu'elle a fait 24 visites de zoos en 20 ans, je n'arrive pas à comprendre. Donc en fait, l'important, c'est pas la taille de l'enclos, c'est vraiment la captivité en elle-même qui pose problème chez ces animaux et le fait qu'il y ait une proximité avec l'humain ou le fait qu'ils puissent pas vraiment exprimer ce besoin, enfin ces comportements naturels. Le tigre a besoin de chasser, c'est un animal qui est solitaire. Les éléphants, ils ont besoin de marcher des kilomètres par jour, sinon ils ont des problèmes de sol de pied. Et ça, dans tous les zoos, vous avez des problèmes de sol de pied chez les éléphants. Bon, en fait, là où tu te trompes, encore une fois, c'est que tous les éléphants n'ont pas des problèmes de sol de pied. En fait, ce qui se passe, on le sait, ces animaux en captivité ont souvent des problèmes aux pieds, si on ne les soigne pas. Si on ne les soigne pas. N'importe quel soigneur d'éléphants pourra te le dire, chaque jour, les pieds des éléphants sont nettoyés et curés, justement pour pallier tous les problèmes qu'il pourrait y avoir par le futur. Il n'y a pas de soins curatifs, ça s'appelle des soins préventifs. Et je vous parle pas de la formation de groupes sociaux, qui est complètement artificielle. Sur les guépards, par exemple, on a fait tout un dossier guépards, et on s'est rendu compte que les guépards, par exemple, étaient dans le milieu naturel en fratrie, mais à cause des zoos et des mouvements des animaux dans les zoos, sous prétexte de conservation et de génétique, en fait, on brise des groupes sociaux établis, et on les écarte aux quatre coins de l'Europe, et en fait, ils doivent se réintégrer dans un nouveau groupe social où il y a déjà une hiérarchie existante et un groupe social existant. Et c'est pour ça que souvent, vous avez des problèmes. Alors non, pour être complètement honnête, je suis allé dans plusieurs parcs zoologiques et beaucoup ont des fratries de guépards. Et en réalité, les seuls qui doivent quitter leur groupe social sont les animaux qui sont destinés à la reproduction. Ils sont très peu en réalité. Et au bioparc, il y a eu des problèmes sur les lions, où des nouveaux animaux sont réintégrés dans un groupe, et ça peut se passer mal s'il n'y a pas de surveillance. Elle adore critiquer, elle ne fait que ça, mais elle n'est pas au courant que c'est le rôle des soigneurs. Il y a des soigneurs qui veillent sur les animaux tous les jours, même le dimanche. Et donc, par exemple, effectivement, vous avez fait un rapport sur les guépards. On se rend compte aussi que la science ne sait pas tout. On ne sait pas très bien comment les guépards se nourrissent dans le milieu naturel, pas assez précisément. Et du coup, ça pose des questions quand on les nourrit de la main de l'homme. Exactement. Allez, voilà, ça c'est cadeau. Le félin repère une proie plus grosse, une gazelle de Grant. Elle change de cible. Il lui suffit de mettre l'herbivore à terre pour lui porter le coup de grâce. Et par exemple, je vais continuer sur le guépard, mais quand il neige en France, comment on fait? Les guépards, ils supportent ça? Ça dépend. Alors ça, on nous a rétorqué que du coup, oui, pas de souci parce que c'était chauffé. Sauf qu'en fait, on a des climats effectivement Qu'est-ce qui est sont... chauffé? Ils ont des les petits- cages. Les cages sont chauffées. Donc du coup, l'animal va bien parce que ça va. Mais en fait, sur les différents climats, en fait, un animal, c'est comme nous, on s'adapte à notre biotope, à notre milieu naturel dans lequel on évolue. Et ça se fait pas sur une ou deux générations. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre génétique. En fait, nous les humains, non, on s'adapte beaucoup plus rapidement, en 2 ou 3 semaines seulement. Vous vous doutez bien que si demain je pars vivre en Australie, je vais pas mettre 3 générations à m'adapter à ce nouveau climat. Sinon, je serais mort avant. Bon, ce qui est drôle, c'est que là, pour les guépards, ça pose problème de chauffer les cages. Et vous allez voir dans quelques minutes seulement qu'elle est pour le fait de créer des sanctuaires pour des éléphants en France. Là, il n'y a pas de souci. Forcément que ça a un impact négatif sur l'animal. Et c'est le cas chez les guépards et chez d'autres animaux où effectivement il y a des climats froids qui ne conviennent pas aux animaux dans des climats chauds. Et à contrario, là l'exemple le plus flagrant c'est l'ours polaire
où en fait c'est un animal qui vit dans un climat froid et en fait on va l'enlever de son milieu pour le mettre en France, dans le sud de la France. Et là, du coup, ça pose des gros problèmes parce qu'il n'est pas habitué à des températures à 40 degrés, quoi. Donc on va forcément avoir un impact en plus écologique important parce que du coup, on va climatiser ou chauffer des environnements. Et du coup, on se demande finalement quel est l'intérêt de tout ça, quoi. Parce que si c'est protéger l'espèce dans son milieu naturel, mais en même temps avoir un impact écologique hyper négatif, je ne comprends pas comment ça marche. Bon, pour être honnête, je l'attendais complètement, l'histoire de l'impact environnemental des zoos. Moi, ce qui me pose question, j'ai envie de parler justement d'un de vos sponsors, puisqu'on peut les appeler comme ça, hein, ils vous ont financé à hauteur de 50 000 euros. La société Shein, elle ne fait pas partie des plus gros pollueurs de la planète? C'est assez étrange pour une entreprise qui fabrique des vêtements en plastique en Chine, qui les envoie par cargo en Europe, et quand le vêtement en question ne plaît pas à Kevina, elle le renvoie, et ça repart en Chine. Vachement écologique. J'ai une autre question aussi à propos de cette entreprise. Quand je regarde à quel point ils sont impliqués dans la lutte contre la maltraitance animale, je me rends compte qu'ils n'utilisent pas de cuir. C'est très bien. Mais est-ce qu'ils n'utilisent pas de cuir parce que c'est cher ou réellement pour le bien-être des animaux? Je te propose de regarder, ils ont plusieurs vêtements qui sont faits avec des duvets de canard. Les duvets de canard en Chine, c'est pas fait avec des canards morts. On plume le canard vivant pour qu'il régénère son duvet et on le replume une deuxième fois. On attend 6 mois, on le replume une troisième fois et ainsi de suite. Il va vivre pendant 2 ou 3 ans au rythme des plumes à vif. Mais ça ne te choque pas. Ça ne choque pas l'association Code Animal, qui lutte absolument à tout prix contre la maltraitance des animaux. Alors on arrive à la fin de la première partie de cette vidéo. La seconde partie sera disponible sur YouTube dès mercredi prochain. Vraiment, pour améliorer le référencement YouTube, je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo et à mettre un petit pouce bleu, à partager au maximum cette vidéo. L'important, c'est qu'elle soit diffusée au maximum, que le maximum de personnes puissent la voir et prendre conscience de la folie dans laquelle on part.